Chaque soir, quand la nuit est claire et que les lumières de la ville s'effacent un peu, des millions de personnes lèvent les yeux et regardent la Lune. Elle est là, familière, immuable, suspendue dans le ciel comme elle l'a toujours été. Pour la plupart d'entre nous, la Lune est un décor, un compagnon silencieux de nos nuits d'été, quelque chose que l'on regarde sans vraiment voir. Mais pour les scientifiques qui l'étudient, la Lune a longtemps été autre chose. Elle était une certitude, un cas classé, un dossier refermé. Pendant des décennies, le modèle scientifique de la Lune était incroyablement simple et rigidement défini. Le consensus établi, celui qui était enseigné dans chaque faculté de géologie de Paris à Toulouse, de Lyon à Strasbourg, affirmait que notre satellite était un monde totalement aride, géologiquement mort, dont le moteur thermique interne s'était éteint il y a plus de 3 milliards d'années. Les échantillons rapportés durant l'ère Apollo et les missions soviétiques, Luna, confirmaient ce récit sans la moindre ambiguïté. La Lune était un fossile figé dans le temps, sans pratiquement aucune eau en surface, avec une composition chimique que l'on pensait parfaitement comprise et définitivement classée. À l'époque, c'était le fait scientifique accepté par toute la communauté. Personne ne le remettait sérieusement en question. Mais ce fait n'est plus vrai aujourd'hui. En l'espace de quelques années seulement, l'analyse de nouveaux échantillons rapportés par les missions chinoises Chang'e a fait voler en éclats cet ancien consensus. Et quand je dis voler en éclats, je ne parle pas d'un léger ajustement des données ou d'une note de bas de page dans un article scientifique. Je parle d'une réécriture fondamentale de la géologie lunaire, le genre de changement qui ne se produit qu'une ou deux fois dans une carrière de chercheur. Nous sommes passés de la certitude absolue que la surface lunaire était complètement desséchée à la découverte de véritables cristaux d'eau stable en plein jour lunaire. Nous sommes passés de l'idée que la Lune était chimiquement simple et prévisible à la découverte de graphène naturel et de structures carbonées exotiques qui, en théorie, ne devraient tout simplement pas exister là-bas. Et peut-être le plus frappant encore, nous avons prouvé que des volcans étaient en éruption sur la Lune près d'1 milliard d'années plus tard que quiconque ne le croyait possible. Ce basculement change absolument tout dans notre façon de voir la Lune. Il la transforme, la faisant passer d'un musée d'histoire planétaire figé sous verre à un site viable pour une présence humaine durable. Pour comprendre l'ampleur réelle de ces découvertes, nous ne pouvons pas nous contenter de survoler les gros titres. Nous devons retracer la trajectoire entière de ce programme. Comprendre comment un vide de 40 ans dans l'exploration nous a laissé avec un angle mort considérable et comment une approche systématique et méthodique de la face cachée de la Lune a fini par le combler. Pendant 44 ans, le monde a essentiellement cessé d'observer la Lune de près. 44 ans, c'est plus d'une génération entière. La dernière fois que l'humanité a rapporté un échantillon frais de sol lunaire sur Terre, c'était en 1976, quand la sonde soviétique Luna 24 est revenue avec environ 170 grammes de matériaux. 170 grammes, c'est à peine le poids d'un fruit. Après la fin de ce vol, il y a eu une pause complète dans les missions de retour d'échantillons. Personne n'a renvoyé de sonde chercher de la Terre lunaire. Personne n'a complété la collection. Ce long silence a eu un impact massif sur les sciences planétaires, car il signifiait que pendant près d'un demi-siècle, notre compréhension de la Lune était figée dans les années 70. Pensez-y un instant. En 1976, nous n'avions pas d'Internet, pas de téléphone portable, pas de microscopes électroniques à balayage de haute résolution, pas de synchrotron capable de sonder la matière à l'échelle atomique. Toutes les théories que nous avions sur la formation et l'évolution de la Lune reposaient sur ce stock précis de matériaux anciens, collectés par les astronautes d'Apollo et les sondes robotiques soviétiques, analysés avec les outils de cette époque. Bien que ces échantillons fussent inestimables, ils ne représentaient qu'une zone très restreinte et très spécifique de la surface lunaire. Les sites d'atterrissage étaient essentiellement regroupés autour de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Pour mettre cela en perspective, imaginez que des extraterrestres envoient un vaisseau sur Terre et qu'il atterrisse quelque part dans le Sahara.
Ils collectent du sable, des roches sèches, et ils repartent. En analysant ces échantillons, ils concluraient que la Terre est un monde aride, sans eau liquide, recouvert de dunes. Ils n'auraient aucune idée de l'existence des océans, des forêts tropicales, des calottes glaciaires ou des fleuves comme la Loire ou le Rhône. C'est exactement ce que nous avions fait avec la Lune. Nous avions construit un modèle global à partir d'un ensemble de données purement locales, comme si l'on avait dessiné la carte du monde entier en n'ayant visité que la Provence. Les scientifiques savaient que les données étaient biaisées. Ils en étaient parfaitement conscients. Mais ils n'avaient pas de nouvelles roches à analyser. Il n'y avait pas de nouvelles missions programmées. Les budgets spatiaux avaient été redirigés vers d'autres priorités après la fin de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. La navette spatiale, la Station spatiale internationale, les sondes vers Mars et les planètes extérieures avaient capté l'essentiel de l'attention et des financements. La Lune, que l'on croyait comprise, avait été mise de côté, reléguée au rang de sujet clos. Alors, les modèles sont restés incontestés pendant des décennies, non pas parce qu'ils étaient nécessairement corrects, mais parce que personne n'avait les moyens ni la volonté politique de les tester. C'est un phénomène que l'on retrouve souvent dans l'histoire des sciences. Quand les données cessent d'arriver, les théories se figent. Elles deviennent des dogmes. Et plus le temps passe sans nouvelle observation, plus il devient difficile de remettre en question le consensus établi, même quand des indices indirects suggèrent qu'il pourrait être incomplet. La Lune a été victime de ce phénomène pendant presque un demi-siècle. C'est là que le programme chinois d'exploration lunaire est entré en scène, et il a changé la donne de manière spectaculaire. Ce programme, officiellement désigné sous le nom de Programme chinois d'exploration lunaire, est souvent appelé par son nom poétique Chang'e, en hommage à la déesse chinoise de la Lune, est l'un des efforts spatiaux les plus méthodiques et les plus cohérents de l'histoire moderne de l'astronautique. Ce qui le distingue de beaucoup d'autres initiatives spatiales, passées ou présentes, c'est que les Chinois n'ont pas simplement décidé de lancer une fusée pour voir ce qui se passerait. Ils n'ont pas cherché le coup d'éclat médiatique ou la photo symbolique d'un drapeau planté dans le sol. Ils ont conçu une feuille de route d'ingénierie en 3 étapes très précises, déployées sur 20 ans avec une discipline et une constance remarquables. Chaque mission a été lancée quand la précédente avait été pleinement analysée et que ses leçons avaient été intégrées. Cette feuille de route est souvent résumée par 3 mots: orbiter, atterrir, revenir. Chaque étape construisait sur la précédente. Chaque mission validait la technologie nécessaire à la suivante. Et chaque succès ouvrait la porte au défi suivant. C'est une approche qui rappelle la construction patiente d'une cathédrale gothique. Pierre après pierre, arc-boutant après arc-boutant, avec une vision claire du résultat final qui guide chaque décision technique. La première phase était purement consacrée à l'observation. Chang'e 1 et Chang'e 2 étaient des orbiteurs, lancés respectivement en 2007 et 2010. Leur mission n'était pas de toucher la surface, mais de la scanner dans les moindres détails. Ils ont créé des cartes tridimensionnelles haute résolution de l'intégralité de la surface lunaire, révélant des formations géologiques, des variations de composition et des zones d'intérêt que les missions précédentes n'avaient jamais cartographiées. Ces données ont permis aux planificateurs de missions d'identifier des sites d'atterrissage sûrs que les ères précédentes d'exploration avaient complètement manqué. En quelque sorte, ils ont arpenté le terrain avant d'essayer de construire dessus, comme un architecte qui étudie la parcelle et le sous-sol avant de poser la première pierre. La deuxième phase concernait les atterrissages en douceur et l'exploration par rover. Elle a débuté en 2013 avec Chang'e 3, qui a déposé le rover Lapin de Jade sur la surface. Ce petit véhicule robotisé, pesant environ 140 kg, était un test critique de la technologie nécessaire pour survivre à la nuit lunaire, une période de 14 jours terrestres, pendant laquelle les températures plongent à moins 180 degrés Celsius. Le rover devait aussi prouver qu'il pouvait communiquer de manière fiable avec la Terre
sur cette distance de 384 000 km. Ils ont enchaîné avec Chang'e 4, qui a accompli quelque chose qu'aucune autre nation n'avait jamais réalisé dans toute l'histoire de l'exploration spatiale. La sonde a atterri sur la face cachée de la Lune, dans le cratère von Karman. Pour bien comprendre l'exploit, il faut réaliser que la face cachée de la Lune est un territoire totalement inconnu en termes d'atterrissage. Aucun appareil construit par l'homme ne s'y était jamais posé auparavant. C'est un terrain beaucoup plus accidenté que la face visible, avec des cratères superposés et des variations d'altitude extrêmes. La mission a également mené la toute première expérience de croissance biologique jamais conduite sur la surface lunaire. Des graines de coton ont brièvement germé à l'intérieur d'une mini-biosphère, scellée, embarquée dans l'atterrisseur, marquant la première fois qu'une plante avait poussé sur un autre monde. Ce petit plant de coton, qui n'a survécu que quelques jours avant que le froid impitoyable de la nuit lunaire ne mette fin à l'expérience, reste un symbole puissant. Il a prouvé que la vie terrestre peut, au moins temporairement, s'établir sur la Lune. Tout aussi important, Chang'e 4 a démontré qu'une communication continue avec un engin spatial situé sur la face cachée de la Lune était techniquement possible grâce à un satellite relais dédié placé au point de Lagrange. Ce satellite, baptisé Kekiao, ce qui signifie pont de pièces en mandarin, est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie orbitale. Il est placé à un point très particulier de l'espace, le second point de Lagrange du système Terre-Lune, un endroit où les forces gravitationnelles de la Terre et de la Lune s'équilibrent de telle façon qu'un objet peut y rester relativement stable sans consommer beaucoup de carburant. Depuis cette position, le satellite peut simultanément voir la face cachée de la Lune et les antennes de réception sur Terre. Il capte les signaux de l'atterrisseur et du rover, les amplifie et les renvoie vers notre planète. Inversement, il prend les commandes envoyées depuis la Terre et les retransmet vers les engins posés de l'autre côté de la Lune. C'est comme installer un miroir géant en orbite pour pouvoir regarder et communiquer de l'autre côté d'un mur infranchissable. Sans cette prouesse, aucune exploration de la face cachée ne serait possible. Et c'est précisément cette infrastructure, développée et testée avec Chang'e 4, qui allait rendre possible la mission la plus ambitieuse du programme quelques années plus tard. La troisième phase était la plus difficile et la plus déterminante pour les découvertes dont nous parlons aujourd'hui. C'était la phase de retour. On peut faire beaucoup de science avec un robot sur la Lune. On peut prendre des photos, mesurer la composition chimique de la surface avec des spectromètres, analyser le sol avec des instruments embarqués. Mais il y a une limite à ce que l'on peut faire à distance. On ne peut pas faire entrer un laboratoire universitaire complet dans un rover de la taille d'une voiturette de golf. Pour détecter des choses comme des minéraux hydratés, du graphène à quelques couches atomiques, ou des traces d'hélium 3 piégées dans des cristaux microscopiques, il faut utiliser d'immenses synchrotrons, des microscopes électroniques, en transmission, des spectromètres de masse à haute résolution, des instruments qui pèsent plusieurs tonnes et qui n'existent que dans des installations terrestres. Il faut ramener la poussière sur Terre. Chang'e 5 a été lancé en novembre 2020 avec cet objectif précis. Et la complexité technique de cette mission mérite qu'on s'y attarde un moment, car elle est souvent sous-estimée. Rapporter des échantillons de la Lune n'est pas simplement une question de se poser, de ramasser de la poussière et de revenir. C'est une chorégraphie orbitale d'une précision extrême qui implique 4 modules différents travaillant en coordination. Un orbiteur, un atterrisseur, un véhicule d'ascension et une capsule de retour. Chacun de ces modules a un rôle précis à jouer, et si un seul d'entre eux échoue, toute la mission est perdue. La mission ciblait une région appelée Oceanus Procellarum, l'océan des tempêtes, une vaste plaine de lave basaltique qui s'étend sur plus de 2500 km de long. Pour donner une idée de l'échelle, c'est plus que la distance entre Paris et Moscou. Ce qui rendait cette zone particulièrement intéressante pour les scientifiques, c'est qu'elle semblait géologiquement beaucoup plus jeune que les zones visitées par Apollo.
Les techniques de datation par comptage de cratères, qui utilisent le nombre et la taille des impacts visibles pour estimer l'âge d'une surface, suggéraient que ces laves avaient coulé bien après que la Lune était censée être volcaniquement éteinte. C'était un indice tantalisant que le récit standard de l'histoire lunaire était peut-être incomplet. La mission a été un succès complet et elle a mis fin à la sécheresse de 44 ans. La sonde a collecté des échantillons en utilisant à la fois une pelle mécanique pour la surface et un forêt capable de pénétrer jusqu'à 2 mètres de profondeur pour les couches souterraines. Puis est venue la partie la plus spectaculaire de la séquence. L'atterrisseur a lancé un petit véhicule d'ascension depuis le sol lunaire. Ce petit engin, propulsé par un unique moteur, s'est arraché à la gravité lunaire et s'est inséré en orbite. Là, il a dû effectuer un rendez-vous et un amarrage automatique avec l'orbiteur qui l'attendait. Un exercice de navigation spatiale d'une difficulté considérable. Une fois les échantillons transférés dans la capsule de retour, celle-ci s'est séparée de l'orbiteur et a entamé son voyage de retour vers la Terre. Elle a traversé l'espace pendant plusieurs jours avant de plonger dans l'atmosphère terrestre à une vitesse de 11 km par seconde, soit près de 40 000 km à l'heure, protégée par un bouclier thermique qui a résisté à des températures de plusieurs milliers de degrés. La capsule s'est finalement posée sous parachute en Mongolie intérieure, dans les steppes enneigées, transportant 1731 grammes de matériaux lunaires frais, soit près de 2 kg. Cela a marqué la fin de la période de stagnation et le début d'une nouvelle ère de découvertes scientifiques. Pour la première fois depuis presque un demi-siècle, des scientifiques modernes disposaient de matériaux lunaires frais à analyser. Et ces scientifiques n'étaient pas équipés des instruments rudimentaires des années 70. Ils avaient à leur disposition toute la puissance de la technologie analytique du XXIe siècle. Des synchrotrons capables de sonder la structure atomique de la matière avec une résolution jamais atteinte, des microscopes électroniques en transmission qui peuvent visualiser des atomes individuels, des spectromètres de masse d'une sensibilité telle qu'ils peuvent détecter la présence d'un élément à raison de quelques atomes par milliard, et des techniques d'analyse isotopique qui permettent de retracer l'histoire d'un échantillon avec une précision temporelle de quelques millions d'années sur des milliards. C'est comme si un archéologue qui n'avait disposé que d'une loupe pendant toute sa carrière recevait soudain un scanner tridimensionnel et un séquenceur génétique. Le même échantillon, analysé avec des outils radicalement plus puissants, raconte une histoire radicalement différente et infiniment plus riche. Ces instruments modernes allaient examiner des parties de la Lune qui avaient été ignorées depuis le début de la course à l'espace, et ce qu'ils allaient y trouver changerait pour toujours notre compréhension de notre satellite le plus proche. L'un des résultats les plus immédiats et les plus surprenants des échantillons de Chang'e 5 est arrivé en 2023, et il concernait un matériau que personne n'avait jugé digne d'une attention particulière jusqu'alors. Si vous regardez le sol lunaire au microscope, vous constatez qu'il ne se compose pas uniquement de fragments rocheux anguleux et de grains de poussière broyés. Un pourcentage significatif du sol est constitué de minuscules billes sphériques de verre, parfaitement rondes, lisses et translucides. On les appelle des billes de verre d'impact. Elles se forment parce que la Lune n'a absolument aucune atmosphère pour la protéger. Pas le moindre souffle de vent, pas la moindre couche de gaz, pas le moindre bouclier entre la surface et le vide de l'espace. Sur Terre, quand une petite météorite pénètre dans l'atmosphère, la friction avec les molécules d'air la freine et la chauffe au point qu'elle se désintègre bien avant de toucher le sol. C'est ce que nous observons comme étoiles filantes. Mais sur la Lune, il n'y a rien pour freiner ces projectiles cosmiques. De minuscules micrométéorites, certaines pas plus grosses qu'un grain de sable, percutent constamment la surface à des vitesses qui peuvent dépasser 20 km par seconde, soit plus de 70 000 km à l'heure, environ 60 fois la vitesse d'une balle de fusil. Quand ces impacts se produisent, même les plus petits,
Ils génèrent un éclair localisé de chaleur tellement intense, plusieurs milliers de degrés Celsius, qu'il fait fondre instantanément la poussière silicatée environnante dans un rayon de quelques millimètres. Cette roche en fusion est projetée en l'air par l'onde de choc. Et comme il n'y a absolument pas d'atmosphère pour créer une résistance, chaque gouttelette microscopique refroidit de manière parfaitement uniforme pendant qu'elle est encore en vol. Dans le vide, ce refroidissement rapide et symétrique fait que chaque gouttelette durcit en une sphère parfaite, comme une perle de verre façonnée par un souffleur invisible, avant de retomber doucement au sol sous la faible gravité lunaire. C'est un processus qui se répète des milliards de fois par jour, depuis des milliards d'années. Le résultat est que le sol lunaire est littéralement parsemé de ces petites billes de verre naturelles par milliards et milliards. Les scientifiques connaissaient ces billes de verre depuis les toutes premières missions Apollo dans les années 70. Elles sont partout dans les échantillons. On les avait cataloguées, décrites, classifiées, puis on était passé à autre chose. Cependant, les chercheurs chinois ont adopté une approche radicalement différente pour les analyser. Au lieu de simplement les décrire morphologiquement, ils ont étudié l'interaction chimique entre ces billes et le vent solaire. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées à haute énergie, composées principalement de protons, c'est-à-dire de noyaux d'hydrogène. Ce flux, que nous appelons le vent solaire, voyage à travers l'espace à des vitesses comprises entre 300 et 800 km par seconde. C'est un fleuve invisible de matière qui baigne l'ensemble du système solaire. Sur Terre, nous sommes protégés de cette radiation par un bouclier naturel remarquable, notre champ magnétique. Cette bulle invisible d'énergie magnétique qui entoure notre planète, que les physiciens appellent la magnétosphère, dévie la grande majorité des particules du vent solaire, les forçant à contourner la Terre plutôt qu'à la frapper de plein fouet. C'est ce même champ magnétique qui crée les aurores boréales, ces rideaux de lumière verte et pourpre que l'on peut parfois observer depuis le nord de la France lors des épisodes d'activité solaire intense. Les particules chargées qui parviennent à s'infiltrer dans la magnétosphère sont canalisées vers les pôles où elles interagissent avec les molécules d'azote et d'oxygène de notre atmosphère, produisant ces spectacles lumineux fascinants. Mais la Lune n'a rien de tout cela. Elle n'a pas de champ magnétique global significatif. Elle n'a pas d'atmosphère. Sa surface nue et sans défense prend de plein fouet le bombardement incessant du vent solaire, sans aucune protection, sans aucun filtre. Ces atomes d'hydrogène pilonnent le sol lunaire jour après jour, siècle après siècle, millénaire après millénaire, pendant des millions et des milliards d'années. Chaque centimètre carré de la surface lunaire est soumis à ce bombardement continu depuis 4 milliards et demi d'années. Les chercheurs ont découvert que les billes de verre d'impact agissent comme une véritable éponge pour ces particules d'hydrogène, à travers un processus que les physiciens appellent l'implantation ionique. Le verre qui compose ces billes est naturellement riche en oxygène, car il est formé à partir de minéraux silicatés. Quand le vent solaire frappe la bille, les protons à haute énergie ne rebondissent pas simplement sur la surface. Ils pénètrent dans la structure même du verre, s'enfonçant à quelques nanomètres de profondeur. Une fois à l'intérieur, l'hydrogène se lie chimiquement à l'oxygène présent dans la matrice vitreuse. Cette réaction crée des molécules d'eau ou d'hydroxyle directement à l'intérieur de la structure de la bille. Ce n'est pas de l'eau liquide qui clapote à l'intérieur d'une bulle. Ce sont des molécules d'eau chimiquement liées, intégrées dans le réseau atomique du verre. La partie la plus cruciale de cette découverte n'est pas simplement que l'eau est là, mais qu'elle participe à un cycle dynamique. L'analyse a montré que ces billes ne retiennent pas l'eau indéfiniment comme un coffre-fort scellé. Quand la température fluctue pendant le cycle jour-nuit lunaire, ou quand la bille devient saturée en hydrogène, elle peut libérer cette eau dans l'exosphère, cette couche infiniment ténue de gaz qui entoure la Lune. Puis, quand les conditions changent à nouveau, elle peut en absorber davantage. C'est un cycle perpétuel d'absorption et de libération. Cette découverte a résolu un mystère qui intriguait et frustrait les astronomes
depuis des années. Des instruments spectrométriques embarqués sur plusieurs sondes en orbite autour de la Lune, notamment l'instrument Moon Mineralogy Mapper de la mission indienne Chandrayaan-1 et les instruments de la sonde américaine Lunar Reconnaissance Orbiter, avaient détecté des signatures infrarouges compatibles avec la présence d'eau ou d'hydroxyle à la surface lunaire. Ces signatures apparaissaient et disparaissaient au cours de la journée lunaire de manière apparemment aléatoire. Elles étaient plus fortes à certains moments, plus faibles à d'autres, et semblaient migrer d'une région à une autre. Les scientifiques ne parvenaient pas à identifier le réservoir responsable de ce phénomène. Ils ne comprenaient pas d'où venait cette eau, comment elle pouvait exister sur une surface supposée aride, ni où elle allait quand elle disparaissait des mesures. C'était un casse-tête qui générait des débats intenses dans la communauté scientifique. Il s'avère que la réponse était littéralement sous nos pieds, ou plutôt sous les roues de nos rovers. Le réservoir, c'est le sol lui-même. Le régolithe tout entier, cette couche de poussière et de fragments rocheux qui recouvre la Lune sur une épaisseur de plusieurs mètres, avec ses milliards et milliards de billes de verre microscopiques dispersées partout, fonctionne comme un immense système de stockage et de redistribution d'eau. Les billes absorbent l'hydrogène du vent solaire quand le flux solaire est intense, le convertissent en eau ou en hydroxyle par interaction chimique avec l'oxygène du verre, puis libèrent cette eau quand les conditions thermiques changent ou quand la bile est saturée. C'est un cycle perpétuel d'absorption et de libération qui fonctionne à l'échelle de la Lune entière, silencieusement, invisiblement, depuis des milliards d'années. L'ampleur de cette ressource est proprement vertigineuse. En se basant sur la densité de ces billes dans les échantillons de Chang'e 5 et en extrapolant mathématiquement à l'ensemble de la surface lunaire, en tenant compte de la profondeur moyenne du régolithe et de la proportion de billes de verre dans la masse totale du sol, les chercheurs ont estimé que la couche superficielle du régolithe sur la totalité de la Lune pourrait contenir jusqu'à 270 milliards de tonnes d'eau. Prenons un moment pour absorber ce chiffre, car il est difficile à appréhender. 270 milliards de tonnes. Pour mettre cela en perspective, c'est plusieurs fois le volume total du lac Léman, le plus grand lac d'Europe occidentale. C'est suffisamment d'eau pour remplir des millions de piscines olympiques. C'est un océan caché, dispersé à travers des milliards de billes microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais collectivement massives. Ce chiffre change fondamentalement la stratégie pour l'exploration future et l'installation de bases habitées sur la Lune. Il redessine la carte des sites d'atterrissage potentiels et des emplacements viables pour des colonies permanentes. Auparavant, la communauté scientifique et les planificateurs de missions étaient convaincus que pour obtenir de l'eau sur la Lune, il faudrait impérativement se rendre dans les cratères en permanence dans l'ombre au pôle sud, des endroits où le soleil ne brille littéralement jamais, où les températures descendent en dessous de moins 230 degrés Celsius, parmi les conditions les plus extrêmes du système solaire intérieur. Il faudrait y miner de la glace dure dans l'obscurité totale avec des robots spécialisés, capables de fonctionner dans un froid qui ferait geler l'azote liquide. Ces régions sont parmi les plus hostiles et les plus inaccessibles de tout le système solaire. Y travailler serait extraordinairement dangereux, techniquement exigeant et financièrement coûteux. Cette découverte des billes de verre suggère une alternative bien plus accessible. On pourrait potentiellement obtenir de l'eau simplement en chauffant le sol qui se trouve juste à côté de n'importe quel site d'atterrissage, même en plein jour lunaire. Le procédé serait relativement simple. Collecter du régolithe, le tamiser pour concentrer les billes de verre, puis appliquer de la chaleur pour libérer la vapeur d'eau piégée. Pas besoin de s'aventurer dans des gouffres glacés aux confins de la Lune. L'eau est littéralement sous vos pieds, partout. Il s'avère que la Lune fabrique sa propre réserve d'eau grâce au vent solaire depuis des milliards d'années, la stockant patiemment dans ces milliards de batteries microscopiques de verre, dispersées sur toute sa surface, en attendant silencieusement que quelqu'un vienne la déverrouiller. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette image.
Pendant que l'humanité regardait la Lune en la croyant morte et sèche, elle était en train de fabriquer de l'eau, molécule par molécule, bille par bille, avec la patience infinie que seuls les processus cosmiques peuvent avoir. Nous pensions qu'elle n'avait rien à offrir. En réalité, elle préparait ses réserves. Si les billes de verre représentaient un moyen potentiel de fabriquer de l'eau à partir de ces précurseurs chimiques, la deuxième grande découverte a fait basculer la conversation vers un tout autre registre. La recherche d'eau qui existe déjà sous une forme complète et directement exploitable. En 2024, des scientifiques chinois ont annoncé avoir isolé un cristal du sol de Chang'e 5 qui contenait de l'eau moléculaire à proprement parler. Ils ont nommé cette substance ULM1 pour Unknown Lunar Mineral 1, autrement dit, minéral lunaire inconnu numéro 1. C'était un moment absolument critique pour la géologie lunaire, car il marquait la toute première fois que quiconque avait trouvé un minéral hydraté dans des échantillons provenant des latitudes moyennes de la Lune. Il est essentiel de bien comprendre la différence entre cette découverte et les billes de verre dont nous avons parlé précédemment, car la nuance chimique est fondamentale et change complètement les implications pratiques. Les billes de verre contiennent de l'hydroxyle, qui est un atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène. C'est un précurseur de l'eau, une promesse de molécules d'eau, mais ce n'est pas encore de l'eau au sens strict. Pour obtenir de l'eau exploitable à partir de l'hydroxyle piégé dans les billes, il faut encore des réactions chimiques supplémentaires. C'est une ressource prometteuse, certes, mais qui nécessite un traitement. ULM1 est fondamentalement différent. C'est un cristal de sel hydraté, un minéral dont la structure cristalline incorpore naturellement des molécules d'eau complètes comme partie intégrante de son architecture atomique. Sa formule chimique précise est le chlorure d'ammonium et de magnésium hexahydraté. Le préfixe hexa signifie 6 et le suffixe hydraté fait référence à l'eau. Ce mot composé, hexahydraté, est véritablement la clé de voûte de toute la découverte. Il signifie que pour chaque unité de ce minéral dans sa structure cristalline, il y a 6 molécules d'eau complète. Pas de l'hydroxyle, pas un précurseur, mais de l'eau moléculaire à part entière, verrouillée dans l'architecture atomique du cristal. Ce ne sont pas des traces, ce n'est pas une suggestion. Jusqu'à 41% de la masse totale de ce cristal est constituée d'eau pure, potentiellement extractible par simple chauffage. Si vous trouviez cette roche sur Terre, elle ressemblerait à un minéral commun, le genre de formation que l'on pourrait découvrir près d'une source hydrothermale dans les Pyrénées ou aux abords d'un évent volcanique en Auvergne. Mais la trouver sur la Lune était scientifiquement stupéfiant, car cela contredisait tout ce que nous pensions savoir sur la chimie de la surface lunaire. Et l'emplacement de la découverte rend le tout encore plus extraordinaire. Le site d'atterrissage de Chang'e 5 se trouve dans la région d'Oceanus Procellarum. C'est une vaste plaine exposée au rayonnement direct du Soleil pendant 2 semaines d'affilée durant le jour lunaire. Les températures en surface peuvent dépasser 120 degrés Celsius pendant ces périodes. La physique fondamentale dicte que de l'eau ou de la glace en surface dans ces conditions devrait se sublimer presque instantanément, c'est-à-dire passer directement de l'état solide à l'état gazeux, pour ensuite s'échapper dans le vide spatial. C'est pourquoi les scientifiques avaient toujours présumé avec une certitude absolue que la surface éclairée par le Soleil était totalement et définitivement aride. Toute eau ayant jamais existé là-bas se serait évaporée il y a des milliards d'années, pensait-on. La découverte d'ULM1 a prouvé que cette hypothèse, aussi logique qu'elle paraissait, était incorrecte. Les molécules d'eau dans ce minéral sont stables même dans l'environnement lunaire hostile, parce qu'elles sont chimiquement verrouillées à l'intérieur du réseau cristallin salin. La structure du cristal agit comme une cage protectrice à l'échelle atomique. Chaque molécule d'eau est maintenue en place par des liaisons chimiques qui résistent aux températures extrêmes. Le cristal empêche littéralement l'eau de s'évaporer même quand la température grimpe en flèche pendant le jour lunaire. Cette révélation a des implications profondes.
Elle nous apprend que l'eau peut survivre aux latitudes moyennes de la Lune, dans des zones éclairées par le Soleil, tant qu'elle est emprisonnée dans des structures minérales appropriées. Cela signifie que nous n'avons pas nécessairement besoin de restreindre notre recherche d'eau aux ténèbres glaciales et dangereuses des cratères polaires. Des ressources en eau pourraient exister dans des régions beaucoup plus accessibles et beaucoup plus hospitalières. Il y a encore une autre dimension pratique à ce minéral spécifique, qui le rend presque trop parfait pour être vrai. Sa composition chimique inclut de l'ammoniac, qui contient de l'azote. Sur Terre, l'azote est un élément que nous prenons complètement pour acquis. Il constitue 78% de notre atmosphère. Chaque bouffée d'air que nous inspirons est composée aux 3/4 d'azote. Nous marchons dedans, nous le respirons sans y penser. Il est partout autour de nous. Mais sur la Lune, l'azote est incroyablement rare, presque inexistant. Et c'est un problème majeur si l'on veut y établir une présence humaine durable, car l'azote est un élément absolument vital pour la vie telle que nous la connaissons. D'abord, l'azote est essentiel à l'agriculture. Il est le composant principal des protéines et des acides nucléiques, les briques fondamentales de tous les êtres vivants. Sans azote, aucune plante ne peut pousser. Sur Terre, l'agriculture mondiale dépend massivement des engrais azotés produits industriellement par le procédé Haber-Bosch, une invention du début du XXe siècle qui a littéralement nourri des milliards d'êtres humains. Si nous voulons cultiver de la nourriture sur la Lune, dans des serres pressurisées, nous avons besoin d'azote. Ensuite, l'azote est également nécessaire pour pressuriser les habitats lunaires. On ne peut pas remplir un module d'habitation uniquement avec de l'oxygène pur, car cela créerait un risque d'incendie extrême, comme l'a tragiquement démontré l'accident d'Apollo 1 en 1967. Il faut un mélange d'azote et d'oxygène, comme notre atmosphère naturelle. Enfin, l'azote entre dans la composition de certains propergoles utilisés dans les systèmes de propulsion spatiale. Trouver un minéral qui contient à la fois de l'eau et de l'azote sur la Lune, c'est véritablement comme trouver un kit de survie préemballé dans un désert que l'on croyait totalement stérile. Cela suggère que les futures missions pourraient traiter ces roches pour en extraire simultanément de l'eau pour la consommation et l'agriculture, et de l'ammoniac pour la fertilisation des cultures ou la synthèse de carburant. Un seul type de roche devient ainsi une ressource multi-usage d'une valeur inestimable. La présence d'ULM 1 nous raconte aussi une histoire sur le passé de la Lune. Elle implique que les dégazages volcaniques lunaires étaient riches en éléments volatiles comme l'eau et l'azote, et que ces éléments ont été piégés dans les roches au moment de leur cristallisation avant de pouvoir s'échapper dans l'espace. Cela fournit un registre géologique d'une histoire lunaire beaucoup plus humide et chimiquement active que tout ce que nous avions imaginé depuis 50 ans. La Lune que nous décrivions comme un monde stérile et desséché possédait en réalité, à une époque reculée de son histoire, une activité volatile riche et diverse. Des gaz chargés d'eau et d'azote s'échappaient du manteau, se mélangeaient aux roches de surface et y laissaient leur empreinte chimique pour l'éternité. C'est une vision radicalement différente de la Lune austère et minimaliste que les manuels de planétologie décrivaient depuis les années 70. La troisième découverte majeure nous emmène au-delà de la géologie traditionnelle, dans le domaine fascinant de la science des matériaux avancés. Quand on parle de graphène dans un contexte terrestre, on décrit généralement une substance fabriquée avec une précision extrême dans des laboratoires de haute technologie. Le graphène est le fruit de recherches de pointe menées dans les plus grands centres de recherche européens. C'est une couche unique d'atomes de carbone arrangés en un réseau hexagonal parfait, comme un nid d'abeilles à l'échelle atomique. Ses propriétés sont presque surnaturelles. Il est 200 fois plus résistant que l'acier à poids égal. Il conduit l'électricité mieux que le cuivre. Il est presque totalement transparent tout en étant imperméable au gaz. On l'utilise déjà dans le développement des batteries de nouvelle génération, des écrans flexibles et de l'électronique avancée. Ce n'est absolument pas quelque chose que l'on s'attend à trouver en vrac, dans la poussière d'un astre que l'on croyait chimiquement élémentaire.
Pourtant, c'est exactement ce que l'analyse des échantillons de Chang'e 5 a révélé. En 2024, une équipe de l'université de Jilin a annoncé avoir identifié du graphène naturel formé de quelques couches atomiques, ainsi que des flocons de graphite carboné, directement dans le sol lunaire. Le carbone était là, organisé, structuré, dans une forme qui sur Terre nécessite des conditions de laboratoire très contrôlées pour être produite. Pour comprendre pourquoi cette découverte est si déstabilisante, il faut revenir à la façon dont nous pensons que la Lune s'est formée. La théorie dominante, celle qui est enseignée dans toutes les universités du monde et qui fait consensus depuis les années 80, est l'hypothèse de l'impact géant. Selon cette théorie, il y a environ 4,5 milliards d'années, alors que le système solaire était encore jeune et chaotique, un objet de la taille de Mars, que les astronomes ont baptisé Theia, du nom de la déesse grecque, mère de Mycène. Sélénée, la Lune, a percuté la Terre primitive dans une collision d'une violence absolument inimaginable. Pour se représenter l'énergie de cet impact, il faudrait imaginer des milliards de bombes thermonucléaires explosant simultanément. L'énergie libérée était telle qu'une partie considérable de la croûte et du manteau de la Terre, ainsi que la quasi-totalité de Theia, ont été instantanément vaporisées et liquéfiées. Un immense nuage de roches en fusion, de gaz incandescents et de débris a été projeté en orbite autour de ce qui restait de la Terre. Au fil du temps, ce disque de débris brûlant s'est progressivement refroidi, aggloméré et solidifié pour former la Lune. Ce modèle est élégant et il explique remarquablement bien de nombreuses propriétés de la Lune, notamment sa faible densité par rapport à la Terre, sa composition isotopique similaire à celle du manteau terrestre et son absence de noyau métallique massif. Mais il prédit aussi que la chaleur extrême de cette naissance violente aurait dû vaporiser et dissiper dans l'espace la quasi-totalité des éléments volatiles présents dans le matériau originel, y compris le carbone. La Lune, selon ce scénario, est censée être un monde fondamentalement appauvri en carbone et en autres éléments légers. Pendant des décennies, les analyses des échantillons Apollo confirmaient cette prédiction. On trouvait beaucoup de silicium et d'oxygène dans les roches lunaires, mais le carbone était pratiquement absent. Tout semblait cohérent. La découverte du graphène contredit frontalement l'idée que la Lune est entièrement dépourvue de carbone. Les chercheurs ont utilisé une technique non destructive, appelée spectroscopie Raman, du nom du physicien indien Chandrasekhara Venkata Raman, qui l'a développée dans les années 1920. Le principe est élégant. On dirige un faisceau laser de longueur d'onde connu sur l'échantillon, et la lumière qui en revient a été très légèrement modifiée par les vibrations des liaisons chimiques dans le matériau. Chaque type de liaison chimique, chaque arrangement atomique, produit un décalage de fréquence caractéristique, une sorte d'empreinte digitale moléculaire unique. L'avantage majeur de cette technique est qu'elle permet d'identifier la composition et la structure d'un échantillon sans le détruire, ce qui est crucial quand on travaille avec des échantillons lunaires irremplaçables dont chaque milligramme est précieux. Les résultats de la spectroscopie Raman ont été sans ambiguïté. Les chercheurs ont constaté que le carbone présent dans le sol lunaire n'était pas simplement de la suie amorphe, du carbone désorganisé, comme celui que l'on trouve dans la fumée de bougies. Il était organisé. Les atomes de carbone s'étaient arrangés dans les structures cristallines spécifiques de haute qualité qui définissent le graphène, avec les signatures spectrales caractéristiques des bandes G et 2D que les spécialistes du carbone connaissent bien. Ce type d'organisation atomique ne se produit pas par hasard ni par un simple dépôt météoritique. Il faut un ensemble très précis de conditions physiques et chimiques. Une source de carbone sous forme gazeuse, une température suffisamment élevée pour fournir l'énergie nécessaire à la cristallisation des atomes de carbone, et surtout un catalyseur métallique pour faciliter le processus et encourager les atomes de carbone à abandonner leur configuration amorphe, désordonnée, pour adopter la configuration hexagonale ordonnée qui caractérise le graphène. Les scientifiques ont alors proposé un scénario fascinant et détaillé
pour expliquer comment du graphène a pu se former naturellement sur la Lune, sans laboratoire et sans intervention humaine. Ils estiment que ce matériau n'a pas été apporté par des météorites carbonées, mais qu'il s'est formé directement sur place, à la surface lunaire. C'est ce qu'on appelle un processus autochtone. La théorie, étayée par des simulations en laboratoire, fonctionne ainsi. Durant la période volcanique active de la Lune, il y a des milliards d'années, les éruptions ne se limitaient pas à de silencieuses coulées de lave. Dans le vide lunaire, elles produisaient aussi d'importantes émissions gazeuses, notamment des oxydes de carbone, du monoxyde et du dioxyde de carbone, qui se répandaient à la surface et restaient en contact avec le sol. Dans le même temps, indépendamment de cette activité volcanique, le vent solaire bombardait cette même surface avec des particules à haute énergie depuis des milliards d'années, implantant notamment des atomes de fer et des protons dans les couches superficielles du sol. L'interaction entre ces deux phénomènes apparemment sans rapport, les gaz volcaniques riches en carbone d'une part et les grains de sol enrichis en fer par l'implantation solaire d'autre part, a créé les conditions parfaites pour une réaction catalytique naturelle. Le fer nanoparticulaire dispersé dans le régolithe a agi exactement comme le font les catalyseurs métalliques dans les procédés industriels terrestres de synthèse du graphène, facilitant la décomposition des molécules de carbone et le réarrangement des atomes libérés en feuillets hexagonaux de graphène et en cristaux de graphite. La Lune, par la combinaison fortuite, mais extraordinairement productive de son volcanisme interne et du bombardement solaire externe, a fabriqué son propre graphène, un matériau que l'humanité n'a appris à synthétiser qu'au début du XXIe siècle. Cette découverte modifie fondamentalement notre vision de l'inventaire chimique lunaire. Elle révèle l'existence d'un cycle du carbone natif sur la Lune que nous avions entièrement manqué pendant un demi-siècle d'études. Elle a aussi des implications pratiques directes pour une éventuelle colonisation. Le carbone est véritablement l'épine dorsale de toute la chimie organique et, par extension, de la vie elle-même. Si des sources de carbone exploitables existent sur la Lune sous forme de graphite ou de graphène, cela résout un problème logistique considérable. Nous n'aurions pas besoin d'expédier depuis la Terre chaque gramme de carbone nécessaire à la fabrication de matériaux composites, de polymères ou d'autres produits essentiels. Nous pourrions potentiellement l'extraire directement du sol lunaire. Nous découvrons que la Lune n'est pas le caillou inerte et chimiquement pauvre que nous avions décrit pendant 50 ans. C'est une usine chimique naturelle qui a fonctionné silencieusement pendant des éons, produisant des matériaux d'une complexité que personne n'aurait osé imaginer. Et cette usine n'a eu besoin d'aucun ingénieur, d'aucun plan, d'aucune intervention extérieure. Elle a fonctionné toute seule, alimentée par la combinaison aveugle, mais extraordinairement productive de deux forces naturelles, le volcanisme interne et le vent solaire externe. Deux phénomènes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui viennent de sources complètement différentes, mais qui, en convergeant sur la même surface lunaire, ont créé les conditions exactes nécessaires à la formation de l'un des matériaux les plus sophistiqués que nous connaissons. C'est un rappel humble que la nature est souvent plus inventive que nos meilleurs laboratoires. Parmi les échantillons de Chang'e 5 se trouvait encore une autre découverte notable, l'identification d'un nouveau minéral lunaire baptisé Changesite hydrasé, un cristal de phosphate microscopique, plus petit qu'un cheveu humain, qui n'avait jamais été observé auparavant. Ce minéral présente une caractéristique particulièrement intéressante. Il contient des traces d'hélium, 3 implantées par des milliards d'années d'exposition continue au vent solaire. L'hélium 3 est un isotope extrêmement rare sur Terre. Pour comprendre à quel point il est rare, il faut savoir que la production mondiale annuelle d'hélium 3 ne dépasse pas quelques dizaines de kilogrammes et qu'il provient principalement du démantèlement d'ogives nucléaires ou du fonctionnement de certains réacteurs de recherche. Sur notre planète, cet isotope est si rare et si demandé par les physiciens, notamment pour le refroidissement cryogénique et la détection de neutrons, qu'il vaut des milliers d'euros le gramme. Mais sur la Lune, la situation est fondamentalement différente.
Parce que la Lune ne possède ni atmosphère épaisse, ni champ magnétique global pour la protéger, les particules du vent solaire, y compris l'hélium 3, bombardent directement la surface et s'accumulent dans les matériaux pendant des temps géologiques qui se comptent en milliards d'années. Le régolithe lunaire agit comme un collecteur passif d'hélium 3, un piège naturel qui a fonctionné sans interruption depuis la formation de la Lune. Certaines estimations suggèrent que le régolithe lunaire pourrait contenir plus d'1 million de tonnes d'hélium 3, une quantité qui, si les réacteurs à fusion aneutronique devenaient un jour opérationnels, pourrait théoriquement alimenter la civilisation humaine en énergie pendant des siècles. Ce sont des chiffres spéculatifs, certes, mais qui donnent la mesure du potentiel stratégique de cette ressource. Cet isotope est souvent discuté comme un carburant potentiel pour des concepts avancés de fusion nucléaire, en particulier les réactions de fusion aneutronique. En théorie, ces réactions pourraient produire de l'énergie avec incomparablement moins de sous-produits radioactifs que la fusion conventionnelle deutérium-tritium, sur laquelle travaillent actuellement les physiciens et les ingénieurs du projet ITER, à Cadarache, dans le sud de la France. Le projet ITER, auquel participent 35 nations, vise à démontrer la faisabilité de la fusion nucléaire comme source d'énergie. Mais ITER utilise un mélange de deutérium et de tritium, qui produit des neutrons à haute énergie capables d'endommager les matériaux du réacteur et de générer des déchets radioactifs. La fusion à base d'hélium 3, si elle devenait réalisable, éliminerait largement ces problèmes. L'idée de pouvoir alimenter des réacteurs à fusion propres avec un carburant extrait directement du sol lunaire est l'une des visions les plus ambitieuses et les plus transformatrices de l'exploration spatiale. Même si cette technologie de fusion reste pour le moment à l'état de concept avancé et qu'aucun réacteur commercial n'existe encore, la présence confirmée d'hélium 3 au sein d'un minéral lunaire natif renforce considérablement l'argument en faveur de la valeur stratégique à long terme de la Lune. Aux côtés des matériaux porteurs d'eau et des composés carbonés indigènes, cette découverte élargit encore le catalogue des ressources locales qui pourraient soutenir une future industrie lunaire et, éventuellement, alimenter en énergie les installations permanentes sur la surface. Les sections précédentes de ce récit se sont concentrées sur ce que nous avons trouvé dans les échantillons. Mais nous devons maintenant faire une pause et regarder attentivement d'où proviennent les échantillons les plus récents. Cela nous amène à la mission Chang'e 6, qui s'est achevée en juin 2024. Cette mission représente un bond colossal en complexité par rapport à tout ce qui l'a précédé. Et pour bien comprendre son importance, il faut d'abord comprendre le problème fondamental qu'elle devait résoudre. Jusqu'à ce moment précis dans l'histoire, chaque gramme de sol lunaire jamais rapporté sur Terre provenait exclusivement de la face visible de la Lune. Cela inclut les 6 atterrissages Apollo entre 1969 et 1972, les 3 missions robotiques soviétiques Luna dans les années 70 et la propre mission Chang'e 5 de la Chine en 2000. Nous avions échantillonné 10 sites différents au total, mais ils se trouvaient tous, sans exception, sur l'hémisphère qui nous fait face. Nous n'avions strictement aucune preuve physique, aucun échantillon, aucun gramme de matériaux provenant de l'autre moitié de la Lune. La face cachée était un livre que personne n'avait jamais ouvert. La raison de cette exploration unilatérale est une question de physique élémentaire, mais insurmontable. La Lune est en rotation synchrone avec la Terre. Elle tourne sur son propre axe exactement à la même vitesse qu'elle orbite autour de notre planète. Le résultat mécanique de cette synchronisation est que la même face pointe toujours vers nous. Si vous envoyez un vaisseau spatial sur la face cachée, dès qu'il disparaît derrière l'horizon lunaire, vous perdez instantanément et totalement tout contact radio. La masse rocheuse de la Lune elle-même, 3500 km de roches et de manteaux, bloque physiquement les ondes radio. Vous ne pouvez pas envoyer une commande, vous ne pouvez pas recevoir de données, vous ne pouvez pas dire à un atterrisseur d'allumer ses rétrofusées si vous ne pouvez pas lui parler.
Pendant des décennies, cette barrière de communication a rendu une mission de retour d'échantillons depuis la face cachée pratiquement impossible. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs chinois ont dû construire toute une infrastructure de communication spatiale avant même de pouvoir tenter l'atterrissage. Ils ont lancé un second satellite relais, nommé Kekiao 2, sur une orbite halo spécialisée autour de la Lune. Ce satellite fonctionne comme un pont dans le ciel. Depuis sa position orbitale soigneusement calculée, il peut voir simultanément l'atterrisseur posé sur la face cachée et les stations de contrôle au sol sur la Terre. Il capte les commandes envoyées depuis la Terre, les transmet à l'atterrisseur de l'autre côté de la Lune, puis relaie les données scientifiques et la télémétrie dans le sens inverse. Sans ce pont radio, la mission aurait été tout simplement irréalisable. Avec le lien de communication établi et testé, Chang'e 6 a ciblé le bassin pôle sud Aitken. Ce n'est pas un cratère ordinaire. C'est tout simplement l'une des structures d'impact les plus grandes et les plus anciennes connues dans l'intégralité du système solaire. Pour donner une idée de ses dimensions, il mesure environ 2500 km de diamètre, ce qui signifie que si on le posait sur une carte de l'Europe, il couvrirait la distance de Lisbonne à Moscou. Il est extraordinairement profond, avec des différences d'altitude de plus de 8 km entre son fond et ses bordures les plus élevées. C'est bien plus profond que la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, le point le plus bas de la surface terrestre. Quand l'impact cataclysmique qui a créé ce bassin s'est produit il y a plus de 4 milliards d'années, durant une période que les astronomes appellent le grand bombardement tardif, il était si incroyablement violent qu'il a probablement percé la croûte lunaire de part en part, exposant les couches du manteau profond situées en dessous. C'est comme si un coup de poing cosmique avait traversé la coquille de la Lune pour révéler ce qui se cache à l'intérieur. Cette région est donc une véritable mine d'or pour les géologues planétaires. Elle offre une fenêtre directe et unique sur la composition de l'intérieur profond de la Lune, un accès au manteau qui n'existe nulle part ailleurs sur la surface accessible. Les roches que l'on trouve dans ce bassin ne sont pas de simples roches de surface. Ce sont des fragments arrachés aux entrailles même de notre satellite. Cela met en lumière un phénomène fondamental que les scientifiques appellent la dichotomie lunaire. Si vous observez la Lune par une nuit claire depuis n'importe quel endroit en France, vous voyez ce jeu familier de taches sombres et de zones claires que la tradition populaire a nommé le visage de la Lune. Les zones sombres sont de vastes plaines de lave basaltique anciennes et refroidies, que les astronomes appellent les marias, les mers en latin. La face visible en est abondamment couverte, mais la face cachée est radicalement différente. Elle est presque complètement dépourvue de ces plaines de lave. Elle possède une croûte beaucoup plus épaisse et elle est recouverte de hauts plateaux accidentés, criblés de milliers de cratères d'impact superposés les uns sur les autres. C'est un paysage chaotique et tourmenté qui contraste violemment avec les plaines relativement lisses de la face visible. Les scientifiques n'ont jamais pleinement compris pourquoi les deux faces d'un même astre sont si radicalement différentes. Plusieurs hypothèses ont été avancées au fil des décennies. Certains chercheurs pensent que l'épaisseur de croûte plus importante sur la face cachée est liée aux effets de marée gravitationnelle de la Terre lors de la solidification initiale de la Lune. D'autres estiment qu'un second impact massif, survenu après la formation principale, pourrait avoir redistribué le matériau de surface de manière asymétrique. D'autres encore suggèrent que la distribution inégale des éléments radioactifs producteurs de chaleur dans le manteau a créé des conditions thermiques différentes sous chaque face, favorisant le volcanisme d'un côté et le supprimant de l'autre. La vérité est que nous ne savons toujours pas avec certitude. C'est l'une des questions ouvertes les plus fondamentales de la géologie planétaire. En atterrissant dans le bassin pôle sud Aitken, Chang'e 6 était conçu précisément pour récupérer des roches qui pourraient enfin apporter des éléments de réponse à cette asymétrie mystérieuse. Les roches de la face cachée portent l'empreinte chimique et isotopique du manteau profond, un manteau que nous n'avions jamais pu analyser directement.
Elle pourrait nous dire si la composition du manteau est identique sous les deux faces, ou si des différences fondamentales expliquent le contraste spectaculaire entre les plaines de lave de la face visible et les hauts plateaux cratérisés de la face cachée. L'exécution de la mission a été impeccable. Un véritable ballet mécanique, orchestré à 384 000 km de distance. L'atterrisseur s'est posé avec une précision remarquable dans le cratère Apollo, situé au sein du bassin plus vaste. Le choix de ce site n'était pas anodin. Le cratère Apollo, malgré son nom qui évoque le programme américain, n'avait jamais été visité par aucune mission humaine ou robotique. Il offrait un terrain relativement plat à l'intérieur du bassin géant, avec une géologie qui promettait d'être représentative du matériau profond exposé par l'impact originel. L'atterrisseur disposait d'une fenêtre de temps très courte pour opérer par rapport à d'autres missions lunaires. En seulement 48 heures environ, il devait accomplir l'ensemble de sa collecte avant que les conditions thermiques ou énergétiques ne deviennent défavorables. Pendant ces 2 jours critiques, il a utilisé une pelle robotisée articulée pour gratter et prélever de la poussière et des fragments de roches directement à la surface, et simultanément un forêt rotatif pour extraire des échantillons de carottes en 720 sous-sol, à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. Ces carottes souterraines sont particulièrement précieuses, car elles n'ont pas été altérées par le bombardement du vent solaire ni par les impacts de micrométéorites. Elles représentent le matériau lunaire dans un état plus proche de sa composition originelle. Puis est venue la partie la plus délicate et la plus spectaculaire de toute la mission, l'opération qui concentrait le plus de risques. L'atterrisseur a lancé un petit véhicule d'ascension depuis la surface lunaire. Ce petit engin, à peine plus grand qu'une machine à laver, s'est arraché à la gravité lunaire grâce à un unique moteur et s'est inséré en orbite autour de la Lune. Là, dans le vide spatial, à des dizaines de kilomètres au-dessus de la surface grise et cratérisée, il a dû effectuer un rendez-vous et un amarrage avec l'orbiteur qui l'attendait patiemment depuis des jours. Cette opération d'amarrage automatique en orbite lunaire est l'un des exercices de navigation spatiale les plus complexes qui soient. Les 2 véhicules doivent se rapprocher à des vitesses relatives de quelques centimètres par seconde, aligner leur mécanisme de capture avec une précision millimétrique, et tout cela de manière entièrement autonome, car le délai de communication entre la Terre et la Lune, environ 1,5 seconde dans chaque direction, rend le pilotage en temps réel impossible pour des manœuvres aussi précises. C'est une opération qui est déjà extrêmement difficile quand on la supervise avec une ligne directe depuis un centre de contrôle au sol avec des télémétries en temps réel. La faire entièrement par relais satellite, avec une chaîne de communication qui passe par Kekiao 2 avant d'atteindre la Terre, ajoutait un niveau de complexité et de risque technique sans précédent dans l'histoire des missions de retour d'échantillons. Quand la capsule de retour a atterri en Mongolie intérieure en juin 2024, elle transportait un peu moins de 2 kg de matériaux. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'exploration spatiale, l'humanité possédait un échantillon physique de la face cachée de la Lune. Une fois les échantillons de Chang'e 6 en sécurité dans les laboratoires terrestres, soigneusement conservés dans des environnements stériles pour éviter toute contamination, la question la plus urgente ne portait pas sur leur composition minéralogique, mais sur leur âge. Quand exactement ces roches se sont-elles formées? C'est la question fondamentale, car c'est la chronologie qui raconte l'histoire. La composition vous dit de quoi est fait un objet. L'âge vous dit quand et comment il s'est formé. Les géologues déterminent l'âge des roches par datation radiométrique, l'une des techniques les plus puissantes et les plus fiables de toute la science moderne. Le principe est fondé sur la désintégration prévisible et constante de certains isotopes radioactifs naturellement présents dans les minéraux. L'uranium-238, par exemple, se désintègre progressivement en plomb-206 à travers une longue chaîne de transformation nucléaire. Ce processus se déroule à un rythme immuable, totalement insensible aux conditions extérieures comme la température, la pression ou la composition chimique environnante. Que la roche soit enfouie dans le manteau brûlant de la Terre ou exposée au vide glacial de l'espace,
la désintégration se poursuit au même rythme avec une régularité d'horloge atomique. La demi-vie de l'uranium-238, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que la moitié des atomes d'un échantillon se transforme en plomb, est de 4,468 milliards d'années, soit quasiment l'âge du système solaire lui-même. Le principe de la datation est donc remarquablement élégant. Quand une roche se solidifie à partir de lave en fusion, elle piège des atomes d'uranium dans sa structure cristalline fraîchement formée. À cet instant précis, l'horloge démarre. Au fil du temps, l'uranium se transforme lentement en plomb. En mesurant avec des spectromètres de masse ultra-sensibles le ratio exact entre les atomes parents restants, l'uranium et les atomes fils accumulés, le plomb, on peut calculer avec une précision extraordinaire combien de temps s'est écoulé depuis que cette roche s'est solidifiée pour la dernière fois. C'est une horloge naturelle d'une fiabilité que très peu d'instruments humains peuvent égaler. Quand les scientifiques ont appliqué cette méthode aux fragments de basalte provenant de la face cachée, ils ont obtenu un résultat qui ne correspondait pas du tout au récit établi. L'analyse a révélé que des volcans étaient en éruption sur la face cachée de la Lune il y a environ 2,8 milliards d'années. Pour une personne non spécialiste, ce chiffre peut sembler incroyablement ancien. 2,8 milliards d'années, c'est une durée qui dépasse l'entendement humain. Mais pour un géologue planétaire, c'est un résultat étonnamment, presque scandaleusement jeune. Pendant des décennies, le consensus scientifique affirmait que la Lune s'était refroidie et était morte géologiquement très tôt dans son histoire. La logique derrière cette affirmation est simple et repose sur des principes physiques fondamentaux que tout étudiant en thermodynamique comprend. Les petits corps planétaires perdent leur chaleur interne beaucoup plus rapidement que les grands. C'est une question de rapport entre la surface et le volume. Un objet plus petit a proportionnellement plus de surface par rapport à son volume, ce qui signifie qu'il irradie sa chaleur vers l'espace plus efficacement. C'est le même principe physique qui explique qu'une tasse de café refroidit bien plus vite qu'une grande marmite de soupe, ou qu'une petite bille de métal chauffée au rouge se refroidira en quelques secondes, alors qu'un bloc massif de la même composition mettra des heures. La Lune, avec un diamètre de 3474 km, est considérablement plus petite que la Terre, et ses 12 742 km. Sa masse n'est que de 1% environ de celle de la Terre. Selon les calculs thermodynamiques standards, cela signifie que la Lune aurait dû perdre l'essentiel de sa chaleur interne primordiale, celle héritée de sa naissance cataclysmique par impact géant, en un temps relativement court à l'échelle géologique. Le modèle standard, celui qui faisait consensus avant les missions Chang'e, prédisait que la majeure partie de l'activité volcanique lunaire avait culminé dans une fenêtre comprise entre 4 milliards et 3 milliards et demi d'années dans le Mittwoshi passé, une période que les géologues appellent le pic du volcanisme Mare. Après cette fenêtre, l'intérieur se serait solidifié progressivement et les éruptions auraient cessé définitivement. La Lune serait devenue un monde géologiquement mort il y a plus de 3 milliards d'années, condamné à se refroidir passivement pour l'éternité. La mission Chang'e 5 en 2020 avait déjà ébranlé ce modèle pour la face visible, en montrant du volcanisme aussi récent que 2 milliards d'années. Mais les scientifiques disposaient d'une explication rassurante qui permettait de sauver le modèle standard. La face visible abrite une anomalie géologique majeure appelée le terrain CRIP de Procellarum. L'acronyme CRIP vient de l'anglais et désigne un mélange riche en potassium, en éléments de terre rares et en phosphore. Cette zone géochimique particulière couvre une partie significative de la face visible et se distingue par une concentration anormalement élevée d'éléments radioactifs. Le potassium 40, le thorium et l'uranium présents dans ces roches se désintègrent naturellement et, ce faisant, produisent de la chaleur. C'est le même principe physique que celui qui maintient l'intérieur de la Terre chaud depuis des milliards d'années, mais concentré dans une zone restreinte de la croûte lunaire.
Ce radiateur radioactif naturel, intégré dans la roche elle-même, aurait pu maintenir le manteau sous-jacent suffisamment chaud et visqueux pour alimenter un volcanisme tardif, bien après que le reste de la Lune se soit refroidi. L'explication était élégante, cohérente avec les données et permettait de conserver le modèle standard de refroidissement rapide. Le volcanisme tardif de la face visible n'était qu'une exception locale, une anomalie explicable. Mais la face cachée ne bénéficie pas de cet avantage. Elle ne possède pas la concentration d'éléments radioactifs producteurs de chaleur que l'on trouve dans le terrain CRIP de la face visible. Les mesures spectrométriques réalisées par les sondes en orbite ont confirmé que la géochimie de la face cachée est fondamentalement différente, avec des teneurs en thorium et en uranium bien inférieures à celles de Procellarum. De plus, la croûte sur la face cachée est significativement plus épaisse. Les données sismiques et gravitationnelles montrent que dans certaines régions, elle atteint 60 à 80 km d'épaisseur, soit parfois le double de l'épaisseur de la croûte sur la face visible. Cela crée un double obstacle, presque insurmontable en théorie, pour toute activité volcanique tardive. Le magma a besoin de deux conditions fondamentales pour faire éruption à la surface. Premièrement, il doit être suffisamment chaud pour rester à l'état liquide, ce qui pour le basalte lunaire signifie des températures supérieures à 1100 degrés Celsius environ. Deuxièmement, il a besoin d'une pression suffisante, générée par la flottabilité du magma moins dense que la roche solide qui l'entoure, pour percer la croûte et atteindre la surface. Une croûte plus épaisse agit comme un couvercle lourd et résistant qui supprime les éruptions. C'est comme essayer de faire bouillir de l'eau dans une cocotte minute dont le couvercle serait 2 fois plus lourd que la normale. Il faut beaucoup plus d'énergie et de pression pour que quoi que ce soit sorte. Sans la chaleur radioactive supplémentaire du terrain CRIP et avec un couvercle de roche beaucoup plus épais à traverser, la face cachée aurait logiquement et inévitablement dû devenir volcaniquement inerte des milliards d'années avant la face, visible. Tous les modèles thermiques le prédisaient. Tous les calculs l'indiquaient. C'était considéré comme acquis. La datation de 2,8 milliards d'années obtenue grâce aux échantillons de Chang'e, 6 prouve qu'il n'en a rien été. Ce résultat nous dit que même sans le bénéfice de l'anomalie thermique CRIP, et malgré l'obstacle considérable de la croûte épaisse, le manteau lunaire est resté suffisamment actif pour alimenter des éruptions volcaniques pendant environ 1 milliard d'années de plus que ce que tous les modèles théoriques prédisaient. Cela implique que notre compréhension de l'évolution thermique de la Lune est fondamentalement erronée. Il devait exister un autre mécanisme, encore non identifié, qui maintenait l'intérieur chaud ou qui permettait au magma de remonter à travers cette croûte épaisse. Cette découverte oblige les scientifiques à reconsidérer l'histoire du système Terre-Lune dans son ensemble. Plusieurs hypothèses sont désormais sur la table pour expliquer ce volcanisme tardif inattendu. La plus prometteuse suggère que le manteau lunaire subissait une forme de retournement convectif, un processus par lequel les couches profondes plus chaudes et moins denses montent vers la surface, tandis que les couches superficielles plus froides et plus denses descendent vers l'intérieur. Ce brassage convectif aurait distribué la chaleur de manière beaucoup plus efficace et uniforme que ce que les modèles statiques précédents supposaient. Une autre hypothèse évoque la possibilité que les effets de marée gravitationnelle exercés par la Terre aient contribué à maintenir une source de chaleur interne par friction, un peu comme la gravité de Jupiter chauffe l'intérieur de sa lune Io et provoque un volcanisme spectaculaire. D'autres chercheurs encore suggèrent que la composition chimique du manteau profond, potentiellement plus riche en eau et en autres éléments volatiles que nous ne le pensions, aurait abaissé le point de fusion des roches, permettant la production de magma à des températures plus basses que celles requises pour un basalte sec. La Lune n'était pas un objet qui s'est figé rapidement après sa formation. C'était un monde dynamique et en évolution constante pendant la majeure partie de son existence. Un monde où des coulées de lave recouvraient des terrains anciens,
où des gaz volcaniques s'échappaient du manteau pour nourrir la surface en éléments chimiques complexes, et où des processus thermiques profonds maintenaient une activité que rien dans nos modèles ne prédisait. C'est comme si nous avions observé un vieil homme immobile sur un banc et que nous avions conclu qu'il n'avait jamais bougé de sa vie. En réalité, il avait couru des marathons pendant des milliards d'années avant de s'asseoir. Il faut aussi considérer les implications de cette découverte pour notre compréhension des autres corps du système solaire. Si la Lune, un objet relativement petit et que nous pensions parfaitement compris, peut nous surprendre à ce point avec une activité volcanique prolongée, qu'en est-il de Mercure, de certains astéroïdes ou des lunes glacées de Jupiter et de Saturne? Cette révision de la chronologie lunaire pourrait avoir des répercussions en cascade sur notre compréhension de l'évolution thermique de dizaines d'autres objets planétaires. La Lune n'est pas un cas isolé. Elle est un avertissement, un rappel que nos modèles sont des approximations et que la réalité, comme toujours, est plus complexe et plus riche que nos théories. Nous ne regardons plus un simple corps céleste en train de refroidir passivement. Nous regardons un astre doté d'un moteur interne complexe et étonnamment résilient, qui a réussi à alimenter des volcans sur son terrain le plus difficile d'accès, celui où la croûte est la plus épaisse et où la chaleur est la plus faible, bien longtemps après qu'il était théoriquement censé être définitivement éteint. Quand on regarde l'ensemble de ces découvertes isolément, elles apparaissent comme des percées scientifiques fascinantes mais distinctes les unes des autres. L'eau dans les billes de verre, les minéraux hydratés dans les plaines ensoleillées, la changesite crabris porteuse d'hélium-3 et le graphène naturel dans le sol semblent être des chapitres séparés d'un manuel de géologie lunaire. Cependant, si l'on prend du recul et que l'on considère l'ensemble du programme chinois d'exploration lunaire comme une stratégie cohérente et planifiée, ces découvertes convergent vers un seul et même objectif, parfaitement clair. Les Chinois ne se contentent pas de caractériser la Lune pour l'amour de la science pure. Ils cataloguent méthodiquement des ressources en vue d'une construction. L'objectif final de cette feuille de route de 20 ans est la Station internationale de recherche lunaire, connue sous son acronyme anglais ILRS. C'est une base permanente planifiée sur la surface lunaire, proposée conjointement par la Chine et la Russie, qui a depuis invité des partenaires internationaux à participer au projet. Les découvertes dont nous avons discuté tout au long de ce récit ne sont pas des curiosités scientifiques isolées. Ce sont les prérequis techniques et logistiques de cette station. On ne peut pas construire une base humaine durable sur un autre monde s'il faut expédier chaque goutte d'eau, chaque bouteille d'oxygène, chaque poutre de construction et chaque kilogramme de carburant depuis la Terre. Pour donner une idée concrète du problème, envoyer un seul kilogramme de matériel sur la surface lunaire coûte entre 50 000 et 100 000 euros avec les technologies actuelles. À ce prix, une base entièrement dépendante du ravitaillement terrestre est tout simplement économiquement impossible. Il faut une utilisation des ressources in situ. Il faut, comme les premiers colons de n'importe quel territoire inexploré dans l'histoire humaine, apprendre à vivre de ce que la Terre offre. Et c'est là que le puzzle s'assemble avec une clarté saisissante. Chaque découverte prise individuellement est remarquable, mais prise ensemble, elle dessine le plan d'une colonie viable. La découverte des billes de verre porteuses d'eau et du minéral ULM a fourni la solution pour le support de vie. L'eau potable pour les équipages, l'oxygène respirable obtenu par électrolyse de cette eau et le carburant à base d'hydrogène et d'oxygène pour les véhicules et les systèmes de propulsion. L'azote contenu dans ULM résout le problème de la pressurisation des habitats et de la fertilisation des cultures en serre. La présence d'hélium-3 offre une source d'énergie potentielle pour l'avenir à plus long terme, quand les technologies de fusion auront suffisamment mûri pour être déployées. La découverte de graphène naturel et l'analyse approfondie des propriétés physiques du régolithe fournissent la solution pour les matériaux de construction, les composites avancés et potentiellement l'électronique embarquée. Le silicium abondant dans le sol peut servir à fabriquer des panneaux solaires directement sur place.
Le fer, l'aluminium et le titane présents dans les roches basaltiques peuvent être extraits pour la fabrication de structures métalliques. Le retour réussi d'échantillons depuis la face cachée via un satellite relais et un amarrage orbital autonome prouve que le réseau logistique est suffisamment robuste et fiable pour soutenir des opérations complexes n'importe où sur la surface lunaire, y compris dans les régions les plus reculées et les plus difficiles d'accès. Nous assistons, en temps réel, à la transition historique d'une ère d'exploration scientifique pure vers une ère d'utilisation pratique des ressources lunaires. C'est un changement de paradigme, comparable à celui qui s'est produit quand les premières expéditions maritimes européennes, motivées initialement par la curiosité et la cartographie, se sont transformées en entreprises de colonisation et d'exploitation des ressources. La différence, c'est que cette fois, il n'y a pas de populations autochtones à déplacer. La Lune est vide, elle attend, et elle est beaucoup plus riche que nous ne le pensions. Il est important de souligner que cette transition ne concerne pas uniquement la Chine. La NASA américaine, avec son programme Artemis, vise également le retour d'astronautes sur la Lune. L'Agence spatiale européenne développe des technologies pour l'utilisation des ressources in situ. Le Japon et l'Inde ont leurs propres programmes lunaires ambitieux. Ce que le programme Chang'e a fait, c'est accélérer le calendrier pour tout le monde. En prouvant que les ressources existent, en rapportant les preuves physiques, la Chine a transformé le retour sur la Lune d'un rêve romantique en une proposition économiquement et techniquement viable. Les autres nations ne peuvent plus se permettre d'attendre. Les 2 prochaines missions dans le programme sont conçues pour poser physiquement les fondations de cette station permanente. Chang'e 7 est programmé pour un lancement aux alentours de 2026. Sa cible principale est le pôle sud lunaire, une région qui concentre l'attention de toutes les agences spatiales mondiales pour une raison très simple. C'est là que se trouvent les cratères en nombre permanente, des dépressions si profondes et si bien orientées que le fond n'a pas vu la lumière du Soleil depuis des milliards d'années. Les températures dans ces cratères descendent à moins 230 degrés Celsius, ce qui en fait les endroits les plus froids de tout le système solaire intérieur, plus froids encore que la surface de Pluton. Dans ces ténèbres glaciales, la glace d'eau qui a pu s'y accumuler au fil des milliards d'années, amenée par des impacts de comètes ou par migration depuis d'autres régions, est restée piégée et préservée. Les données orbitales des sondes indiennes et américaines ont détecté des signatures spectrales compatibles avec de la glace d'eau dans plusieurs de ces cratères, mais personne n'a encore pu confirmer ces détections au sol. Alors que les missions précédentes cherchaient la chimie de l'eau dans des échantillons et analysaient la composition des roches, Chang'e 7 est en chasse de ces dépôts massifs de glace. La mission emportera un ensemble d'instruments spécialisés, incluant un petit véhicule volant capable de descendre dans les cratères en nombre pour mesurer directement la présence de glace, une première technologie. Elle cartographiera le terrain avec une précision sans précédent pour identifier l'emplacement optimal de la future base, un site qui devra satisfaire des critères contradictoires. Un accès à un ensoleillement quasi permanent pour l'alimentation des panneaux solaires, ce qui signifie un emplacement sur un sommet ou une crête élevée, et une proximité immédiate avec les cratères en nombre permanente où se trouverait la glace exploitable. Ces 2 exigences ne sont pas faciles à concilier, mais certaines formations géologiques au pôle sud, notamment les crêtes du cratère Shackleton, pourraient offrir exactement cette combinaison. À sa suite, Chang'e 8 est prévu pour un lancement aux alentours de 2028. Cette mission est peut-être la plus cruciale de toutes pour la concrétisation de la vision à long terme. Ce n'est plus seulement un arpenteur ou un collecteur d'échantillons. C'est un véritable démonstrateur technologique. Elle emportera des expériences conçues pour tester en conditions réelles la fabrication de matériaux de construction directement sur la surface lunaire. Le plan est audacieux. Utiliser le régolithe lunaire, cette poussière et ces roches broyées qui recouvrent toute la surface, comme matière première pour imprimer en 3 dimensions des composants structurels, des briques, des dalles, des éléments d'habitat. Si les ingénieurs parviennent à prouver que le sol local
peut être fondu par concentration solaire ou par micro-ondes, puis façonné en structures solides et durables, cela valide le concept entier de la station ILRS. Cela signifie que l'essentiel de la base pourra être construit avec des matériaux locaux, réduisant d'autant les quantités astronomiques de matériel à transporter depuis la Terre. Pensez à ce que cela implique concrètement. Au lieu d'envoyer des milliers de tonnes de béton et d'acier depuis la surface terrestre, à un coût prohibitif par kilogramme, des robots autonomes pourraient transformer la poussière lunaire en murs, en sol, en toit protecteur contre les radiations cosmiques. La Lune se construirait elle-même à partir de ses propres matériaux. Et ces matériaux, nous le savons maintenant, sont bien plus variés et utiles que ce que nous avions jamais envisagé. Le régolithe n'est pas simplement de la poussière grise et inerte. C'est une matière première riche en silicates pour la construction, en verre pour le stockage de l'eau, en carbone pour la chimie organique, en métaux pour la fabrication et en hélium 3 pour l'énergie future. Il y a aussi une dimension humaine à cette histoire qu'il ne faut pas perdre de vue. Quand nous parlons de base lunaire et d'exploitation de ressources, nous parlons de quelque chose de profondément ancré dans la nature humaine. Depuis que notre espèce existe, nous avons été des explorateurs et des bâtisseurs. Nous avons quitté l'Afrique il y a 100 000 ans. Nous avons traversé des océans sur des radeaux. Nous avons colonisé des îles, des déserts, des montagnes et des vallées glacées. À chaque fois, le schéma a été le même. D'abord, l'exploration pour comprendre le terrain, puis la caractérisation des ressources pour savoir de quoi vivre, et enfin, l'installation permanente pour construire une présence durable. Ce que le programme Chang'e accomplit sur la Lune suit exactement ce schéma ancestral, mais à une échelle cosmique. Tout cela nous amène à la nouvelle réalité du XXIe siècle. La Lune n'est plus un corps céleste statique et sans intérêt que nous admirons de loin par les nuits claires. C'est un monde géologique complexe et riche, doté de cycles de l'eau actifs, d'une chimie du carbone exotique et inattendue, de réserves potentielles de carburant de fusion, et d'une histoire volcanique qui défie et surpasse tous nos modèles théoriques. Les données rapportées par les missions Chang'e ont systématiquement, méthodiquement, échantillon après échantillon, démantelé l'ancienne vision d'une Lune sèche, morte et chimiquement banale. À sa place, nous avons découvert un monde riche en ressources variées et techniquement prêt pour une forme d'habitation humaine. L'Europe suit ces développements avec un intérêt croissant et une attention soutenue. L'Agence spatiale européenne collabore avec plusieurs partenaires internationaux pour définir sa propre stratégie de présence lunaire à long terme. Le programme européen European Large Logistics Lander, ainsi que les études préliminaires pour un module d'habitation pressurisé, témoignent de l'engagement concret du continent dans cette nouvelle course à la Lune. Des laboratoires français, depuis les installations du Centre spatial de Toulouse, le plus grand centre spatial d'Europe, jusqu'au centre de recherche de l'Université Paris-Saclay, du laboratoire de planétologie et géosciences de Nantes, et des instituts de Grenoble spécialisés dans la physique des matériaux, analysent les implications de ces découvertes pour les futures missions habitées et robotiques. Des ingénieurs de Thales Alenia Space, à Cannes et Turin, travaillent déjà sur des modules pressurisés qui pourraient un jour servir d'habitat sur la surface lunaire. Ariane Group, de son côté, étudie les systèmes de propulsion qui pourraient alimenter les navettes entre l'orbite terrestre et la surface lunaire. La France, avec son expertise historique dans le domaine spatial, ses capacités industrielles dans l'aérospatial et son tissu de recherche fondamentale en géologie, en physique des matériaux et en chimie, a un rôle particulièrement important à jouer dans cette nouvelle ère d'exploration lunaire. Les compétences développées pour le programme Ariane, pour les instruments scientifiques embarqués sur d'innombrables missions européennes et pour les technologies de support de vie de la Station spatiale internationale sont directement transposables au défi de l'installation permanente sur la Lune. La question n'est plus de savoir si l'humanité retournera sur la Lune pour y rester.
Ce débat est clos. Les ressources sont confirmées. La technologie est démontrée. L'infrastructure logistique est en place. La question est maintenant de savoir à quelle vitesse nous pourrons construire les systèmes nécessaires pour exploiter ce que nous savons désormais être là, sous la poussière silencieuse de ce monde que nous avions cru mort et sans intérêt pendant un demi-siècle. Les données sont là, indiscutables. Les échantillons ne mentent pas. La Lune que nous pensions connaître n'existe plus. Celle qui a pris sa place est infiniment plus intéressante, infiniment plus riche en ressources et infiniment plus prometteuse pour l'avenir de notre espèce dans l'espace. Chaque kilogramme de régolithe ramené sur Terre nous raconte une histoire que nous n'avions jamais entendue auparavant. Et nous ne faisons que commencer à écouter ce que la Lune a à nous dire.